Magnifique arrivée du Tour de France à Paris cet après-midi qui, pour son centenaire, consacre la victoire de l'Américain Lance Armstrong. Il remporte son 5e Tour de France consécutif, un véritable exploit. La sécheresse entraîne des baisses sensibles des cours d'eau et des rivières, mais aussi des lacs comme à Annecy qui est à 45 cm en dessous de sa cote normale. La famille d'Ingrid Betancourt, dont on espérait la libération, démente toute tractation avec ses ravisseurs. Pour nous éclairer sur cette affaire, notre invité ce soir, Dominique de Villepin, qui nous dira dans quelles conditions la France a envoyé un avion pour la rapatrier. Le groupe français de rock Indochine, qui renoue avec le succès grâce à son dernier album, organise un festival itinérant destiné à promouvoir les nouveaux talents. Madame, Monsieur, bonsoir. Superbe dernière étape pour le centenaire du Tour de France qui consacre la victoire de l'Américain Lance Armstrong. On a même pu le voir, une coupe de champagne à la main sur son vélo, savourer à la française ses derniers kilomètres. Il remporte ainsi pour la 5e fois consécutive le maillot jaune, un exploit qui lui se rend des plus grands champions. Ils sont 4 avant lui à avoir gagné 5 fois le Tour, Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Une 20e étape qui a aussi réservé une jolie surprise. Le sprint a été gagné par un Français, Jean-Patrick Nazon, qui a volé la vedette aux favoris sur les Champs-Élysées. Florent Gautreau. Sur les Champs-Élysées, Armstrong est comme chez lui. Il monte sur la plus haute marche du podium pour la 5e fois. Il entre dans la légende du Tour. Il devient l'égal d'Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. C'est un rêve, vraiment un rêve. Maintenant, c'est difficile pour penser. Cheers France! Difficile de penser, de réfléchir, plus facile de savourer sur cette dernière étape qui prend des allures de gentil défilé. Bonjour à tout le monde! Pour Virang, qui rapporte son 6e maillot à poids à Paris, pour Armstrong et pour tous ceux qui ont réussi à terminer, ça sent les vacances. Mais dès que les monuments parisiens apparaissent, les coureurs accélèrent, prestige oblige. L'arrivée sur les champs, c'est mythique, pas question de se cacher. En jeu, la victoire d'étape bien sûr, mais aussi le maillot vert que se disputent les deux Australiens, Cook et McEwen. Cook, en gris, prend des points précieux au sprint intermédiaire, mais l'explication définitive va avoir lieu sur la ligne d'arrivée. Et la surprise, les deux Australiens, trop occupés par leur lutte fratricide, se font doubler par le Français Jean-Patrick Nazon, premier Français vainqueur sur les champs depuis Eddie Seigneur en 1994. J'essaie de bien me placer et puis prendre la roue à McEwen ou Cook. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis je crois que le destin est avec moi. Et, aujourd'hui, j'ai eu la chance de ma vie, je crois. C'est finalement Cook ici à gauche qui reprend le maillot vert à McEwen. Cook en vert, Armstrong en jaune et Nazon en pleurs. Le Tour à 100 ans, les années passent, l'émotion reste. Cette 5e victoire, Lance Armstrong l'a emporté à l'arraché au terme d'un tour plein de rebondissements qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Il y a eu sa chute à Luzardiden dans les Pyrénées, son duel avec Jan Ullrich, portrait de cet homme né au Texas qui a su triompher de tous les obstacles, y compris de la maladie, avec une force de caractère peu commune. Florent Gautreau, Nadine Picard. La légende du Tour s'est enrichie d'un chapitre glorieux. C'est signé Lance Armstrong, vainqueur pour la 5e fois aujourd'hui. L'Américain rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain dans ce club des 5 mythiques. Un exploit authentique. Il y a 10 ans, un jeune Américain remportait sa première victoire sur le Tour à Verdun. Armstrong a scellé un pacte avec le Tour, une véritable histoire d'amour. 16 étapes gagnées, 59 jours en jaune et 4 victoires de 99 à 2002. Mais seul un 5e sacre pouvait marquer l'histoire sportive. In a big year, the 100-year anniversary, it would be good to have a nice fight. Ce sera le tour de la contestation, avec Jan Ullrich en première ligne. Sévèrement battu dans le contre-la-montre, bousculé en montagne, Armstrong n'est plus le même. À plusieurs reprises, il croit voir son beau rêve s'évanouir. Mais ni son numéro d'équilibriste à travers champs, ni sa chute dans la montée de Luzardiden n'entameront son ambition. Au contraire, il puise dans cette infortune nouvelle une énergie et une rage qui mettent tout le monde d'accord. Ses adversaires comme le public qui découvrent un nouvel Armstrong, peut-être moins fort, mais tellement plus humain. C'est vrai qu'on l'aimait moins quand il était dominateur, quand il était insultant presque par sa supériorité par rapport aux autres, à ses adversaires. Là, cette année, on l'a vu un peu plus fébrile et donc il est devenu plus sympathique forcément. Mais ses épreuves les plus dures, ce n'est pas à vélo qu'il les a vécues. Atteint d'un cancer des testicules à 25 ans, Armstrong va guérir et revenir, le regard plus déterminé que jamais et l'ambition chevillée au corps. On parle de héros, de miraculés, les médias américains ne font pas dans la nuance.
from out of the darkness of near death himself, American Lance Armstrong has almost single-handedly saved the reputation of the Tour de France. L'homme en jaune à la Maison Blanche, l'image est devenue habituelle, mais au-delà de tous ces honneurs, Armstrong voudrait bien remporter un 6e Tour de France. Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain, ils ont tous craqué au moment du 6e sacre. Armstrong échappera-t-il à la malédiction? Ce sera son dernier défi, être une 6e fois en jaune à Paris. Et nous reviendrons sur ce Tour de France exceptionnel à la fin de ce journal. En Corse, le feu qui avait repris vendredi soir est désormais maîtrisé. Les pompiers qui ont lutté pendant de nombreux jours sont épuisés mais aussi furieux, car il ne fait pas de doute que pour la plupart, il s'agit d'incendies volontaires. Et puis dans le massif de l'Estérel, les pompiers restent vigilants et surveillent toute reprise possible de feu. Ils sont toujours épaulés par des pompiers venus d'autres régions de France. Reportage au centre de secours de Fréjus-Saint-Raphaël, Francis Mazoyer et Christophe Larocca. Il n'y a pas que les hommes qui sont fatigués. Au centre de secours de Fréjus-Saint-Raphaël, l'heure est au grand nettoyage. Le gigantesque feu du week-end a laissé des traces. Voilà, il n'y a plus qu'à rouler, et faire les niveaux. Et il faudra y penser aussi, tout ce qui est niveau d'huile, moteur, tout ça. Et après on passe un coup de karcher, ils sont opérationnels. Ce caporal-chef de 32 ans a déjà une grande expérience. Il était là sur le feu du massif des Morts, mais aussi sur l'incendie de Fréjus. Savoir comment ces feux sont partis, moi je suis incapable de vous dire ça. Par contre, c'est vrai qu'on est toujours en colère parce qu'on perd tous les ans des hectares de forêt. Et c'est vrai que je crois que depuis 90, malgré les feux du Castellet, tout ça, on n'avait pas perdu autant de forêt. Et c'est vrai qu'on a toujours un goût d'injustice et de colère. Ça fume blanc pour l'instant, pas très important. Une petite reprise du feu, signalée en salle opérationnelle. Oui, reçu, merci. Il y a un hélicoptère. L'incendie est maîtrisé depuis hier, mais les pompiers sont toujours à flux tendu. Tout le monde est sur le pont, ce qui veut dire que lorsqu'il y a des personnels en caserne, 30 personnels aujourd'hui pour Fréjus-Saint-Raphaël, on en a 30 sur le feu, on en a 35 en train d'effectuer la surveillance des plages, et on en a une quarantaine qui essayent de se reposer pour être de pied d'attaque demain matin. Au pied du Mont Vinaigre, les hommes de Fréjus-Saint-Raphaël prennent en charge une colonne d'Île-de-France qui arrive à l'heure du déjeuner. Les Parisiens, vous avez soif? Ouais. Oh, pourquoi nous plus que d'autres? Parce que nous qui avons déjà soif, vous autres, ça doit être encore plus difficile, non? Les pompiers de l'Essonne et des Yvelines ont reçu pour consigne d'être très vigilants demain. Le risque d'incendie sera très important à cause du Mistral. En Corse, un bâtiment d'EDF a été plastiqué cet après-midi à Furiani, près de Bastia. Les dégâts sont importants, vous le voyez. Les vitres de plusieurs maisons et de commerces à proximité ont aussi été brisées. Cet attentat n'a pas été revendiqué. Il y a 8 jours en Bretagne, dans la commune du Fawet, des incidents violents avaient eu lieu entre des jeunes venus participer à une rave sauvage et les forces de l'ordre. Un jeune homme qui avait ramassé une grenade a dû être amputé d'une main. Il est toujours hospitalisé à Vannes. Christophe Widman et Gabriel Camilla l'ont rencontré. Sur son lit d'hôpital, Éric Berdu ressemble à un blessé de guerre. Les plaies qui recouvrent son corps cicatriseront, mais pour sa main droite et une partie de son avant-bras, les médecins n'ont rien pu faire. Éric a dû être amputé. Il n'oubliera jamais cette nuit d'affrontement avec les gendarmes mobiles, ni cette grenade offensive tombée à ses pieds. Pour pas qu'elle pète à mes pieds, j'ai préféré l'envoyer plus loin. Et c'est là qu'elle a explosé dans la main. C'était un massacre. Pour eux, je sais pas pourquoi, mais à croire qu'ils voulaient nous massacrer, du coup. Ouais, c'est clair. Moi, quand je vois dans l'état où je suis avec une grenade, j'appelle ça un massacre. Une enquête est en cours pour déterminer pourquoi et comment les choses ont si mal tourné cette nuit du 18 au 19 juillet dernier. Au départ, un technival non autorisé en marge du festival des Vieilles Charrues et plusieurs jours de jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et des raveurs bien décidés à braver l'interdit. Finalement, quelques centaines de jeunes parviennent à se rassembler. Les 80 gendarmes mobiles présents sur place sont débordés et utilisent des grenades offensives pour se défendre, selon la version officielle. Ils se sont trouvés, contre toute attente, pris sous le feu de ce que j'appelle une émeute, avec une agressivité explosive, sous le feu de toutes sortes de projectiles. On a trouvé des hachettes, des machettes, des sabres, des pierres, vraiment tout ce que les jeunes ont pu trouver sur leurs mains, ils l'ont lancé sur les forces de l'ordre.
Le bilan des affrontements est lourd, 27 blessés dont 3 gendarmes. Éric Berdu et son père sont convaincus que les forces de l'ordre auraient pu éviter cela. Ce jeune homme de 18 ans qui doit entrer à l'université à la rentrée prochaine a décidé de porter plainte. La sécheresse et la canicule entraînent des baisses spectaculaires dans les niveaux des lacs savoyards. À Annecy, l'eau est à 45 cm en dessous de sa cote habituelle, ce qui perturbe évidemment l'activité touristique et la navigation sur le lac. Virginie Fichet et Jean-Pierre Balmont. Depuis le début de l'été, sur les rives comme sur le lac, tous les Annéciens contemplent et s'interrogent. C'est flagrant tous les jours, j'habite juste en face du lac et je peux vous dire que oui, l'eau a baissé. Je suis né ici à Annecy en 1930, j'ai jamais vu le lac aussi bas. En un mois et demi, le niveau du lac a en effet baissé de 45 cm. Au niveau de l'eau, normalement, on arrive au niveau des rochers, donc c'est-à-dire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, effectivement, vous pouvez constater comme moi que l'eau a reculé d'au moins 3,50 m. Une plage plus grande qui comble peut-être les amateurs de châteaux de sable, mais soumet les baigneurs à la tentation de repousser les limites autorisées. Ils veulent nager là où ils n'ont pas pied, donc ils bravent effectivement cette interdiction, cette recommandation, et vont nager au loin. Le record de 1947, 75 cm de baisse enregistrée, est encore loin. Mais la situation actuelle gêne tout de même la flotte du lac. Son navire amiral, par exemple, a dû changer de quai. Nous avons à la hauteur de la stèle que vous voyez sur le côté de droit, là, une canalisation qui traverse le lac et qui se trouve à un niveau tel que si le bateau risque de toucher. Quant aux canaux de la ville, alimentés par l'eau du lac, depuis quelques semaines, ils sont rationnés. Il n'a pas plu du tout maintenant depuis plusieurs mois. La fonte des neiges n'a pas été... Il aurait peut-être fallu avoir un peu plus d'esprit de conservation du volume d'eau produit par la fonte des neiges jusqu'à la fin juin. Le lac a ainsi perdu 40 millions de mètres cubes, une goutte d'eau pour ce réservoir naturel de plus d'1 milliard de mètres cubes. Si le temps s'est mis à la pluie, dans la partie nord du pays, la sécheresse reste très importante, notamment dans le Grand Sud-Ouest. Et pour faire face à la baisse du niveau de la Garonne, une partie des réserves provenant des barrages va être lâchée en amont, une opération qui a débuté cette nuit. Florence Mavic. La ville rose est sous le choc. Son artère fluviale semble proche de l'asphyxie. Par endroits, la Garonne s'est tout simplement transformée en vasière. Un ballon d'oxygène est indispensable. EDF joue les urgentistes en ouvrant les vannes de ces barrages dans les Pyrénées. Ces barrages sont des lacs artificiels. Leur eau est surtout utilisée l'hiver, lorsque notre consommation d'électricité est plus importante. Mais cet été, nécessité oblige, EDF puise dans ses réserves pour regonfler le réseau hydrologique de la Garonne. Il faut d'abord augmenter le débit de son affluent, l'Ariège, pour que la Garonne voie son propre niveau remonter. Le fleuve paie un lourd tribut à la sécheresse qui s'est installée. Parce qu'il faut bien sauver les récoltes, les agriculteurs consomment actuellement beaucoup d'eau. Mais attention, prévient EDF, même si l'on ouvre les vannes des barrages, on ne fera pas de miracle. Ces besoins d'irrigation représentent un débit de l'ordre de 10 fois supérieur à ce que nous pouvons mobiliser dans nos barrages. Mais nous essayons de faire le maximum pour assurer un débit suffisant. Si le débit de la Garonne et de ses affluents est surveillé de près, la qualité des eaux aussi. Plus le niveau est bas, plus les espèces animales sont en péril. Si EDF accepte de jouer les Saint-Bernard, pas question non plus de vider ces barrages. Car elle entend poursuivre dans les meilleures conditions sa mission, produire et livrer de l'électricité. Dans les prochains jours, la Garonne devrait donc retrouver meilleure mine, mais pas forcément ses grandes eaux. Au Libéria, alors que des combats extrêmement violents se poursuivent toujours dans la capitale, Monrovia faisant de nombreuses victimes parmi la population civile, les Américains ont annoncé ce soir qu'ils n'interviendraient pas dans le pays tant qu'un cessez-le-feu ne serait pas décrété et que le président actuel, Charles Taylor, ne serait pas parti. Et puis aux Philippines, la mutinerie militaire contre le gouvernement de la présidente Gloria Arroyo a pris fin cet après-midi. Les mutins qui s'étaient réfugiés dans le quartier financier et diplomatique de Manille ont accepté de regagner leur caserne. Jean-Marc Ilouz. Brassard rouge à la manche, ce sont les mutins et ils désamorcent les explosifs qu'ils avaient eux-mêmes placés ce matin autour de l'hôtel où ils s'étaient retranchés à Makati en plein centre de Manille pour protester contre la corruption et la misère de leurs soldes. Tout est fini sans un coup de feu, la négociation l'a emporté, c'est finalement les armes à la main que les 300 mutins regagnent pacifiquement leur caserne. La présidente Arroyo exulte, non, Manille n'en revient pas au coup d'État des années 80.
La crise à Makati est terminée. Pour avoir miné le quartier de la Bourse, occupé un grand hôtel et fait évacuer bon nombre de résidents, les insurgés d'un jour passeront devant un tribunal militaire. Mais leur faute la plus grave sera d'avoir dans cette cassette préenregistrée appelé à la démission du gouvernement. Sans le soutien de l'armée, sans l'appui de la puissante église philippine et sans mobilisation populaire, les jeunes officiers en colère ne pouvaient espérer l'emporter. Mais le malaise qu'il dénonce est réel. Il vient rappeler à un gouvernement obsédé par la lutte contre la minorité islamiste du sud de l'archipel que la majorité des 60 millions de Philippins se sentent toujours aussi abandonnés face à la pauvreté et à l'insécurité. À Cuba, à l'occasion des cérémonies célébrant la révolution il y a 50 ans, le président Fidel Castro a rejeté l'aide humanitaire proposée par l'Union européenne, qui l'a qualifiée d'arrogante. L'Europe, en effet, a subordonné le maintien de son aide à l'ouverture économique de l'île. La Commission européenne déclare ce soir qu'elle regrette les déclarations du leader Maximo. Le président Jacques Chirac poursuit son voyage en Polynésie. Il a souhaité qu'un nouvel élan soit donné à l'autonomie institutionnelle des îles. La Polynésie pourrait en effet obtenir le statut de pays d'outre-mer, doté de pouvoirs législatifs. Et puis d'anciens travailleurs de sites nucléaires de Mururoa ont également manifesté pour demander à l'État français la reconnaissance des risques sanitaires liés à leur activité. Le président est lui-même revenu sur ces essais, définitivement interrompus en 1996, mais qui, a-t-il dit, ont permis à la France d'assurer sa sécurité. Je vous propose d'écouter Jacques Chirac. Sans la Polynésie, la France ne serait pas la grande puissance qu'elle est aujourd'hui, capable d'exprimer dans le concert des nations une position autonome, indépendante et respectée. La République ne l'oublie pas. La libération manquée d'Ingrid Betancourt, détenue par la guérilla colombienne depuis 17 mois, suscite beaucoup de questions sur le rôle exact joué par la France. La famille de l'otage dément toute tractation. Explication Florence Bouquilla. En plein voyage en Outre-mer, Jacques Chirac se serait bien passé d'une polémique sur l'affaire Betancourt. Une affaire qui aurait dû rester secrète sans cette photo parue dans la presse brésilienne. Cet avion militaire français a passé plusieurs jours à Manaus, au Brésil. Il attendait la libération d'Ingrid Betancourt, otage des FARC, la guérilla colombienne, depuis 17 mois. Mais selon notre confrère Le Monde, l'avion français transportait aussi secrètement des agents des services spéciaux. Opération montée dans une grande discrétion puisque même Nicolas Sarkozy ne l'aurait apprise que lors de son voyage officiel en Colombie. Pour calmer la polémique avant-hier, Jean-Pierre Raffarin a assuré que la décision d'envoyer un avion militaire médicalisé avait été prise en accord avec les plus hautes autorités de l'État. Version confirmée par Astrid, la sœur d'Ingrid Betancourt. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la France. Nous avons demandé à Dominique de Villepin de nous aider avec une équipe médicale et la mise en place. Je savais, moi, qu'à n'importe quel moment, ma sœur arrivait et j'avais un délai de 5 heures pour les prévenir et ils pouvaient venir nous chercher. Et ça, c'était rassurant. La polémique rebondit maintenant au Brésil. Un quotidien populaire affirme que l'avion français devait ramener Ingrid Betancourt, mais aussi Raúl Reyes, le numéro 2 des FARC, ici sur ces images. Il aurait besoin de soins médicaux urgents. Dominique de Villepin, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors on a un peu de mal à s'y retrouver dans toute cette affaire. Première question, est-ce que oui ou non, au plus haut niveau de l'État français, c'est-à-dire l'Élysée, Matignon, tout le monde était au courant de cette opération et de l'envoi de cet avion? Bien sûr, les choses se sont passées comme elles se passent toujours dans ce genre de situation. Le président de la République, le Premier ministre ont donné leur accord de principe et le ministre des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères qui est en charge de la sécurité, du rapatriement de nos compatriotes, de leur situation quand ils sont en difficulté, eh bien se charge de l'exécution des choses. Et en liaison avec le ministère de la Défense, nous avons donc organisé une mission médicale, j'insiste. Et affréter cet avion qui était médicalisé. Un avion médicalisé qui s'est rendu donc à Manaus pour appuyer, je dis bien appuyer, à aucun moment il ne s'est agi de monter une opération, mais de répondre, et Astrid Betancourt, la sœur d'Ingrid Betancourt l'a dit clairement, de répondre à la demande de la famille, en cas de libération d'Ingrid, eh bien de pouvoir
l'assister médicalement compte tenu des informations que nous avions sur l'état inquiétant de sa santé. Alors, on a dit aussi qu'il y avait à bord, outre les médecins, des agents de renseignement, des espions, des barbouzes, qu'il pouvait y avoir des tractations avec les FARC, des échanges, effectivement, ou peut-être des envois de médicaments. Est-ce que la France est intervenue ou il y a eu un quelconque contact ? À aucun moment, la France n'a négocié, évidemment, avec la guérilla. À aucun moment, il n'y a d'échange. La France s'en est tenue à cette mission médicale. C'est sa responsabilité, c'est l'honneur et la responsabilité de la France en toutes circonstances. Nous le faisons chaque fois qu'un de nos compatriotes est en difficulté. Nous l'avons fait pour un journaliste français au Laos, au Libéria, pour rapatrier un photographe, aujourd'hui même, pour l'un de nos Français qui était à Manille. Je rappelle que cette mission médicale, sous la direction d'un membre de mon cabinet, c'est dire à quel point il s'agit d'une mission du ministère des Affaires étrangères, s'est rendue là-bas. L'idée d'une négociation est absurde. Nous parlons d'une guérilla colombienne qui est l'une des plus riches et les mieux armés du monde. Ils n'ont donc pas besoin du tout d'aide de ce point de vue. Et par ailleurs, cela est d'autant... Mais pas de tractation non plus. Cela est scandaleux d'imaginer, parce que comment la France aurait-elle pu mettre en difficulté un pays ami, un peuple ami? Je rappelle qu'il y a plus de 3000 otages colombiens retenus par cette guérilla. En ce qui concerne la dernière hypothèse qui est faite, celle d'un transfert, d'un prisonnier, d'un responsable des FARC que nous aurions, qui serait malade et que nous aurions voulu transporter. Je rappelle là encore que cet avion avait pour mission, à partir de Manaus, de ramener Ingrid Betancourt en Colombie. Je dis bien en Colombie. Alors justement, donc, vous voyez bien qu'à aucun moment nous n'aurions pu prendre une telle initiative. La Colombie comme le Brésil ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, enfin ils l'ont pas dit officiellement, mais ils ont dit tiens il y a un avion sur le tarmac, on n'avait pas remarqué. Enfin bon, est-ce que oui ou non la France a demandé l'accord de la Colombie et du Brésil? La caractéristique de ces missions, c'est d'être difficile. Nous parlons là de l'Amazonie, nous parlons d'une situation médicale d'Ingrid Betancourt difficile. L'urgence, nous avons dû réagir en quelques heures. Bien évidemment, nous avons dû essayer de préserver la confidentialité le plus possible, dans l'intérêt même et à la demande de la famille. Dès que nous avons pu le faire, nous avons informé les gouvernements colombiens et brésiliens. Je les remercie de la compréhension dont ils ont fait preuve tout au long de cette mission. Est-ce que ces fuites obèrent une libération possible, probable d'Ingrid Betancourt? Il est évident, il y a encore quelques heures, le mari d'Ingrid Betancourt était en Amazonie. Ils ont passé, la famille, 15 jours sur place. En attendant et en espérant cette libération, il est évident qu'il faut observer la plus grande retenue, la plus grande réserve. C'est l'esprit de responsabilité. Elle est aux mains des FARC. En l'occurrence, toute spéculation hasardeuse est donc particulièrement dangereuse. Merci, Dominique de Villepin. Retour maintenant sur un tout autre thème, le Tour de France et sur les Champs-Élysées cet après-midi. Après l'exploit, c'était le temps de la commémoration avec un défilé tout à fait particulier pour célébrer les 100 ans de la Grande Boucle, Julien Beaumont et Emmanuel Beck. Les États-Unis en plein Paris. Voilà l'image qu'ont donnée les supporters de Lance Armstrong sur les Champs-Élysées. Les coureurs ont effectué 10 allers-retours, parfaits pour des spectateurs venus d'ici ou d'ailleurs. Je suis arrivé la semaine dernière d'Autriche pour aller faire du vélo dans les Alpes et pour voir la dernière étape du Tour de France. Je viens pour Armstrong. Je suis de Paris, je travaille dans un hôpital, je connais son combat. J'ai beaucoup d'admiration, j'ai lu son livre et je suis Armstrong depuis son premier Tour de France. L'Américain n'a pas recueilli tous les suffrages. Certes, il gagne son 5e Tour de France, mais pour certains, Virenque a plus de mérite. Gagner le Tour de France, c'est bon quelque chose, mais gagner le maillot à pois, c'est quand même être le meilleur grimpeur, donc avoir plus de force dans les jambes pour bien monter le plus rapidement possible. Mais l'avenir d'Armstrong est assuré. La preuve, c'est son fils qui ouvre la parade du centenaire. Un défilé pour retracer 100 ans de Tour de France en 12 tableaux. Costume d'époque, musique adéquate. L'épreuve passe les époques, les champions restent. À l'image d'Eddy Merckx et 21 autres encore. Ensuite, place aux héros d'aujourd'hui, les 147 coureurs qui sont venus à bout de la boucle 2003. Pour le final, une couleur dominante, le jaune bien sûr. 1 heure de spectacle pour célébrer un siècle d'un événement tout aussi spectaculaire.
Et pour le plaisir autour sur ces 20 jours qui ont fait le Tour de France, un centenaire exceptionnel qui consacre donc la victoire d'un très grand champion, Lance Armstrong, qui a 31 ans, remporte pour la 5e fois consécutive le maillot jaune. Compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux, Nathanaël Darrexin. Le Tour a 100 ans et toute la France lui rend hommage. D'Avançon à Morzine, de Valloire à Paris, pendant 3400 km, la Grande Boucle s'offre un tour d'honneur. 15 millions de supporters sur les bords de la route, les 22 cols du parcours affichent complet. Le Tour, victime de son succès, frôle le drame à Luzardiden. Armstrong accroche le sac d'un spectateur. Une demi-heure plus tard, il remporte l'étape. Pour gagner le Tour, il faut parfois un peu de réussite. Au détour d'un virage, un rival qui déjante, le 5e Tour d'Armstrong passe par ce champ. Mais il en faut plus pour arrêter l'Américain. Dernier coup de pouce du destin, voilà Ulrich qui s'incline sur les routes détrempées de Bretagne. Cette fois, ça y est, Armstrong est l'égal des plus grands. Ce Tour du centenaire a été marqué par des chutes spectaculaires. Collectives ou individuelles, malchance, maladresse, les fortes chaleurs affaiblissent l'organisme, les hommes se déconcentrent. Difficile d'oublier Jimmy Casper sur son vélo avec une Minerve, ou Tyler Hamilton qui gagne une étape malgré une fissure de la clavicule. Richard Virenque ne va pas le décevoir. À Morzine, dès que la route s'élève, il s'offre une victoire de prestige et un maillot jaune, son 2e en 11 ans de carrière. Cent ans après la victoire de Maurice Garin, le Tour reste une épreuve de gentleman. Une poignée de main avant un sprint final, gagné oui, mais pas à n'importe quel prix. Hamilton et Ulrich stoppent leur effort pour attendre Armstrong, retardé par une chute. Une victoire sans l'Américain n'apporterait qu'un triomphe sans gloire. Armstrong est un champion respecté. Et même si cette année il n'était peut-être pas le plus fort, il a su rester le meilleur. Et nous retrouvons Lance Armstrong et puis avec privilège le jeune Luc. Hello Luc, how are you? How are you, she says. Ça va bien? Oh, et puis il est habillé en Batman, c'est pas le maillot jaune qui l'intéresse encore. Lance, vous avez remporté cette victoire à l'issue d'un tour qui était peut-être plus difficile encore que les autres. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile cette année. C'est beaucoup de choses comme la malchance et aussi les autres rivales. C'est très fort cette année. C'est pas facile. Mais cette année, vous êtes apparu plus rayonnant, encore plus humain. Alors on le voit ce soir, terriblement papa, comme si la victoire avait encore plus de saveur. Par exemple, après votre chute à Luzardiden, vous avez laissé exploser votre joie à l'arrivée. Non, Luzardiden, c'est une dernière chance pour gagner le tour, non? Parce que avant le jeu, c'est 15 secondes, mais bon, c'est mon dernière chance. Rejoindre Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain, c'était le but de votre vie? M'excuse, sorry. Rejoindre les 4 vainqueurs précédents, Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain, c'était le but que vous étiez fixé? Pour moi, c'est incroyable parce que seulement 5 ans passés quand j'ai gagné mes premières fois. Mais bon, Eddy Merckx, c'est un grand ami de moi et aussi je roule avec Miguel. Indurain, oui. C'est difficile. Oui, Indurain, c'est difficile pour faire la comparaison. Est-ce que vous allez tenter une 6e victoire au Tour l'an prochain?
Bah, mais maintenant c'est difficile parce que je préfère pour faire une bien nuit avec mon équipe et mon famille, comme Luc, ok? Et mais bien sûr, je suis ici en Lille, en Liège pour la grande départ de 2004. D'accord. Et vous serez là l'an prochain pour le Tour de France? Oui, mais je ne partirai pas pour faire le tour de retirement. Je partirai pour le gagner. Merci beaucoup Lance Armstrong d'avoir été avec nous en famille et bravo aussi au petit Luc qui aura peut-être une future belle carrière à la télévision. En tout cas, il aime ça. En France, plusieurs cas de maladie de Lyme, une affection transmise par les piqûres de tiques, ont été constatés sur les adultes et les enfants. En cas de piqûre, il faut retirer la tique le plus rapidement possible et pour se prémunir, il faut porter des vêtements couvrants lors de promenades en forêt. Julia Delage et Michael Cario. Il y a 3 ans, c'est en jardinant que Mercedes attrape la maladie de Lyme. Une tique la mord, mais elle ne s'en aperçoit pas. Peu à peu, sa santé se dégrade apparemment sans explication. C'est finalement sa sœur qui la met sur la voie. En Alsace, il y a beaucoup de tiques infectées. Une de mes sœurs s'était renseignée et m'avait, averti. Et c'est moi-même qui ai demandé aux médecins de ce centre hospitalier de faire la recherche. Les tiques, ce sont ces petits insectes qui prolifèrent en forêt ou dans les fougères. 5 à 20% seulement transmettent la maladie. Une maladie d'abord bénigne, mais qui peut entraîner des complications neurologiques et cardiaques si elle n'est pas prise à temps. En promenade, donc, quelques précautions s'imposent. Chaque fois qu'on vient en forêt, il faut s'habiller comme il faut pour ne pas attraper les tiques. Et pour les parties dénudées, il faut mettre donc un produit insectifuge. Mais aussi au retour à domicile, avant la douche, ça vaut le coup de s'inspecter, voir si on n'a pas un petit point noir sur le corps ou une petite rougeur. En cas de morsure, il faut agir dans les 36 heures. Oubliez l'éther pour endormir l'insecte, les gardes forestiers ont des méthodes bien plus efficaces pour se débarrasser des tiques. Pour les détacher, on peut utiliser une pince à épiler ou un petit appareil qui ressemble à un pied de biche qu'on introduit sous la tête du tique, on tourne, on tire et on enlève la tête qui est porteuse des bactéries qui risquent de propager la maladie de Lyme. En France, près de 5000 personnes sont atteintes chaque année. La plupart sont rapidement traitées grâce aux antibiotiques, mais mieux vaut respecter quelques précautions et pouvoir se balader en toute tranquillité. Retour à la dure réalité, la rentrée des classes, et oui déjà, avec la mise en rayon dans la plupart des magasins des fournitures scolaires. Les vacances à peine commencées, les commerçants proposent déjà cartables, crayons et cahiers, et beaucoup de parents font déjà leurs achats. Émilie Langlade, Alain Poirier. Cahier de musique, on n'a pas trouvé, rapporteur, c'est bon, tu peux le barrer. Entre les feuilles et les classeurs, il manque toujours quelque chose sur la fameuse liste de rentrée. Plus d'un tiers des élèves la reçoit désormais à la fin des cours et certains parents en profitent pour faire le plein de fournitures dès juillet. Je ne vais pas avoir à subir la foule au mois de septembre. Pour ça, avant les vacances, parce qu'après on part en vacances, on n'a pas le temps. Cela permet aussi d'étaler les frais, car pour un bon cartable, il faut compter entre 35 et 50 € en supermarché. La rentrée coûte cher. Par enfant, il faut compter à peu près 200 €. Sachant qu'à la rentrée, on aura encore des fournitures à acheter selon les professeurs. Pour les distributeurs, pas question de passer à côté de ces jolis bénéfices. Le marché des fournitures a rapporté 403 millions d'euros à la rentrée 2002. Cette première vague d'achat permet donc de gonfler le chiffre d'affaires de juillet. On progresse quand même plus, effectivement, en implantant de plus en plus tôt. On fait effectivement des progressions qui sont aussi intéressantes. Comme chaque année, les produits sous licence sont plébiscités par les enfants. Dans ce rayon, trousses et cartables sont même disposés par marque. Incontournable, le sac à dos griffé pour la rentrée. Après, par contre, est-ce que c'est assez grand ça? Oui, carrément, c'est comme un ancien. Il n'y a que des marques, donc ouais, c'est quand même important. Difficile alors pour les parents de résister à la pression des enfants, mais l'addition monte très vite. Un agenda de marque peut valoir 2 fois plus cher que son équivalent non griffé. Le rallye automobile d'Allemagne a été remporté aujourd'hui par Sébastien Loeb au volant de sa Citroën Xara, une victoire sur le fil. Le Français n'a devancé le champion du monde Marcus Gronholm que de 3 secondes et 6 dixièmes. Sébastien Loeb avait déjà remporté l'épreuve l'année dernière. Après sa traversée du désert, le groupe Indochine, fort du succès de son dernier album,
plus d'1 million de disques vendus, snobe gentiment les grands festivals et organise le sien. Le X Festival est destiné à promouvoir les jeunes talents. À Nîmes, Charlotte Millet et Marine Masson. On connaissait Nicolas Sirkis, chanteur du groupe Indochine. Et ce soir-là, à Nîmes, il est aussi programmateur de son propre festival, le X Festival, avec un X pour le côté sulfureux du show. C'est une manifestation itinérante qui se veut alternative. Voilà. À partir de là, je préférais investir dans une structure indépendante totalement, d'inviter des groupes amis. C'est pas des copains, je pars pas en vacances avec eux, mais c'est des gens que je respecte et des gens qui respectent le public, donc c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Inviter des groupes de rock, les Vampas, Mickey 3D ou Dolly, qui ont parfois du mal à se produire sur les grands festivals. Ça nous fait jouer dans des endroits où malheureusement jusqu'alors on n'avait pas joué, on n'avait pas eu accès à ce genre d'endroit. Le X Festival est financé uniquement par le public et aussi par le groupe Indochine, qui se fait même découvreur de talent, comme pour la chorale belge Scala. La première fois que j'ai entendu ça, c'était à pleurer parce qu'elle chantait des morceaux de Nirvana, de Radiohead. C'est magnifique, quoi. L'aventure du X Festival, elle va continuer pour permettre à des artistes de la nouvelle génération de décrocher la lune. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, 20h55, le Cercle Rouge avec Bourville. Minuit 50, le dernier journal, Javid Imbert. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Jean Lacouture nous parlera de son métier de biographe. 13h, vous retrouvez Daniel Bilalian. 20h, Carole Gessler. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte sur ces images époustouflantes de chute libre dans les Alpes, à quelques mètres du flanc de montagne. Voilà, c'est un véritable homme volant. Un hommage donc au jeune Luc Armstrong que nous avons reçu tout à l'heure, déguisé en Batman. Voilà pour Luc, un autre Batman, presque aussi vrai que le premier. Bonsoir à tous.